stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver après cette demi-finale retour endiablée, légendaire. On a vécu l'histoire contre le FC Barcelone. Match au cumulé 7 buts à 6, victoire de l'Inter 4 buts à 3. Et on va en parler justement dans ce débrief qui va être assez fou, assez décousu. Et on aura énormément de choses à dire dans le match le plus fou de l'histoire des demi-finales, dans l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et ce match-là, c'est l'Inter qui l'a remporté et c'est l'Inter qui file en finale de la Ligue des Champions. Et pour en parler, mes invités traditionnels avec Fédé qui est avec nous. Comment ça va, Fédé? Ça va, on a retrouvé notre rythme cardiaque habituel parce que mardi, ça a été dur en fait. On a failli. Ah, Émotionnellement, ça a été vraiment compliqué. Mais bon, ça y est, là, on est redescendu, on est jeudi, on est en finale. C'est bon, maintenant, il faudra aller la gagner, la finale surtout. Donc, c'est-à-dire qu'on a une autre soirée émotion qui nous attend. On se prépare pour la finale, là. Faites pas d'efforts, gardez vos forces. On aura beaucoup de choses à parler aujourd'hui et aussi pour cette finale. Et on est aussi avec Antoine qui est là avec nous. Comment ça va, Antoine? Est-ce que toi aussi, t'as vidé la réserve de 30 scènes? Ouais, voilà, j'essaie de me remettre dans un rythme normal, tu vois, parce que comme l'a dit Fédé, c'était quand même assez fou ce qu'on a vécu. Ma voix aussi, elle essaie de se remettre d'un certain but qui m'a fait crier. Et ouais, on est prêt à aborder une finale. Pour la deuxième année, pour la deuxième fois plutôt en 3 ans, puisque l'Inter a participé à la finale de la Ligue des Champions en 2023 contre Manchester City. Et on espère voilà que différents scénarios. J'ai envie de dire que comment ça s'appelle le Manchester City a payé pour apprendre contre Chelsea. On a eu aussi Liverpool qui a payé pour apprendre en 2018, donc peut-être que l'Inter aura payé en 2023 pour apprendre et cette fois-ci gagner en 2025, même si aussi on peut dire que le PSG est aussi dans ce cas-là, puisqu'ils ont eu aussi la finale ratée en 2020 face au Bayern Munich. Messieurs, pour ceux qui sont sur YouTube, d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, on ne sera pas en vidéo cette fois-ci, on ne sera pas en vidéo jusqu'à la fin de la saison, parce que comme je pense que vous avez pu le voir, malheureusement, nos amis de Skype ont fermé rideau désormais. Donc, en attendant de trouver une solution plus pérenne, plus long-termiste, on revient sur un enregistrement classique audio, pour tout vous dire, sur Discord. Donc, vous n'aurez pas la vidéo, mais comme vous allez le voir, je vais essayer de vous illustrer quand même ce podcast pour pas qu'il vous paraisse trop long. Et puis, j'espère quand même que nos voix, notre énergie, notre passion vous transportera et vous fera oublier ce petit inconvénient, on va dire, jusqu'à la fin de la saison de football. Messieurs, on va commencer du coup avec le programme de ce podcast. On va d'abord commencer avec le débrief du match qui, comme je l'ai dit, c'est fini sur le score de 7 buts à 6 au total, 4 buts à 3 sur ce match. Lautaro Martinez et Hakan Çalhanoğlu ont ouvert la marque avant la mi-temps. Eric Garcia et Daniel Olmo de la tête ont répliqué au 2-2. Rafinha, sur une frappe repoussée de Yann Sommer, a été mettre ce but qu'on pensait être le but de la qualification pour le Barça avec, on va dire, une passion folle qui a entouré le Barça et ses supporters, tandis que Acerbi a donné une passion encore plus folle, encore plus irréelle et encore plus indescriptible aux joueurs, à Simone Inzaghi et aux supporters de l'Inter pour amener l'Inter aux prolongations qui se seront conclues par un but à la 99e minute de la première mi-temps de prolongation par Davide Fratesi qui était entré sur le terrain, et après ça il n'y aura plus de but et l'Inter se qualifiera en finale de la Ligue des Champions. Quand même, voilà, un petit mot juste avant de commencer quand même cette partie débrief. On va faire vraiment très rapide, 1 minute chacun, les gars. Fédé, pour toi, est-ce qu'on a, alors je pense que oui, on l'a vécu, mais on a vécu l'histoire avec cette demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Barça.
pour toi, même si on est 2 jours après pour enregistrer ce podcast, on est toujours encore un peu à chaud. Où est-ce que tu places ce match dans l'histoire de la Ligue des Champions, on va dire avec un grand H, très rapidement, très succinctement, pas forcément en termes de spécifique demi-finale ou classer le match dans une catégorie particulière, juste dans la Ligue des Champions telle, on va dire qu'on la connaît depuis, on va dire au moins sa réforme, soit les années 2000, soit depuis sa réforme en 93. Où est-ce que tu places ce match dans l'histoire de la Ligue des Champions? Alors, la question est compliquée parce que ça va dépendre de la finale, je pense. Si on gagne la finale, il sera classé vraiment haut, au niveau d'un Inter-Barça de 2010. Si on gagne pas la finale, ça restera un des grands moments, mais ça peut être comme l'Euro Derby, en fait. C'est le résultat en finale mettra le match à. Si, voilà, si on gagne la finale, on va le mettre très haut. Si on la perd, on se dira, on a battu le Barça, c'était un match de folie, c'était un grand moment, mais derrière, bah, c'est une finale perdue. Donc, pour moi, ça, ouais, dans le top 5 de l'histoire. Et si on gagne la C1 dans 3 semaines, je pense que ouais, c'est un match top 3 top. Après, ouais, c'est parce que l'Inter Barça de 2010, ça reste quand même le Barça de Messi. À l'époque, c'était vraiment le Barça de 2010. De 2010, il était beaucoup plus fort que le Barça de cette semaine. Là, on a quand même un Barça jeune en face qui revient de. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de demi-finale. Je pense que le Inter Barça de 2010, il restera quand même au-dessus de celui-là par rapport à l'opposition. L'époque, Messi, tout ça, Iniesta. Mais ça restera un match, on dira qu'il restera dans le top 10 de l'histoire de l'Inter en Europe. Et d'ailleurs, je précise, Fédé, que tu parles d'un point de vue Inter, hein, pas d'un point de vue global, le spectateur neutre. Voilà, tu Je précises suis pas c'est bien par neutre. rapport Ouais, mais à. moi, je suis. Non, Ouais, mais là, voilà, non, mais le je match précise là, on n'est bien. pas Voilà, super non, net. mais je précise bien peut-être parce que peut-être Ouais. les gens, au cas où que les gens comprennent que tu parles de top 3 de tous les matchs de la Ligue des Champions, on va dire d'un point de vue Donc, extérieur. Voilà, toi, tu donc, parles d'un point de un vue avis neutre. supporter de l'Inter. Donc, s'il y a un avis neutre, je pense que c'est dans le top 3. Il y a un Chelsea-Liverpool qui avait été incroyable aussi. Alors, je sais plus l'année. Quand il y avait eu 4-4, je crois. Mais ouais, non, c'est un des. On dira sur toute l'histoire de la Coupe d'Europe depuis la réforme, c'est dans le top 5. C'est des ma- C'est sûr que le gars qui n'était ni pour l'Inter ni pour le Barça, il s'en souviendra longtemps de ce match. C'est nous, après, on a notre avis de supporter qui rentre en jeu. Mais Mhm. je dis une bêtise, le mec qui supporte Lens, Saint-Etienne, Monaco, des équipes ils avaient rien à voir dans le match. Ouais, je pense que c'est un match qui les a marqués. Par rapport au contexte, au scénario, ouais, surtout le scénario du match, parce que tu as une équipe qui mène, l'autre elle égalise, elle mène, il y a une égalisation à la dernière seconde, plus l'équipe qui égalise, qui était quasiment repartie, finalement c'est elle qui gagne le match. Donc ouais, non, ouais, il fallait poser la question par rapport à un supporter lambda. Ouais, je pense que ouais, c'est le. Après, hein, je vais prendre l'exemple d'un gamin je sais pas, de 12, 13 ans, 14 ans qui vit ses premières années de Ligue des Champions. Je pense que c'est le match qui va le marquer pendant quelques années. Mhm. Et toi, Antoine, par rapport aussi à ce point de vue de spectateur un peu plus reculé, on va dire, si tu es un spectateur neutre qui regarde le match, on le place où, grosso modo, ce match dans l'histoire de la Ligue des Champions? Un spectateur neutre, top 3. Franchement, top 3. C'est fou, hein, ce qui s'est passé. Après, comme Fede l'a dit, si je prends mon point de vue Inter, bah, ça dépend du résultat du final, mais en cas de victoire, je me demande si ça passerait pas au-dessus du Inter-Barça de 2010. Parce que c'est vrai que d'un côté, on peut nous dire que le Barça était plus fort en 2010. Et l'Inter En aussi. 2010, nous aussi, on était plus fort. Donc, tu vois, la balance, elle s'équilibre par rapport à ça. Mais c'est un match historique, tout le monde s'en souvient. Spectateur neutre,
supporters de l'Inter, supporters du Barça, on s'en souvient très bien. Et Ah, on les s'en supporters souviendra du longtemps. Barça, ils s'en souviennent. Ils sont encore en train de le disséquer, là. Mais oui, oui, je pense que de toute façon, on est d'accord pour dire qu'on a vécu l'histoire, mais ça serait intéressant dans les prochains mois, prochaines années, de se reposer, de se dire vraiment bien à froid, on va dire, de se dire Mais où est-ce qu'on rien, a fait mais ce match. rien que le score aussi. T'as un 3-3 à Oui, l'aller et t'as un 4-3 effectivement. au retour. Donc, c'est-à-dire que c'est globalement la demi-finale en elle-même. Et ça, je pense que sur un tour complet, je pense qu'on n'a jamais eu deux matchs aller-retour aussi fous. C'est 7 buts. Donc, on a eu 13 buts sur 90 sur 210 minutes. C'est énorme. On va Ça calculer fait la un but. moyenne, combien de buts tous les minutes ça fait, Ça mais fait un but tous les quarts d'heure, je pense. wow, À peu près, ouais, à peu c'est assez près. fou. Hein. Et puis, tu as eu deux fois le scénario, l'équipe, elle mène 2-0, l'autre, elle revient. Il y a aussi de ça. Ça m'a fait penser à un combat de boxe, hein, on se rend coup pour coup. Ouais, c'est L'Inter ça. assort un bon coup le Barça se relève, elle remet un gros coup, l'Inter se relève Moi, encore une fois, elle met le coup moi, final. j'avais des potes, moi, j'ai des potes qui m'ont envoyé un message à la mi-temps quand il y avait 2-0. C'est même moi qui les a tempérés. J'aurais dit, attendez, les gars, il n'y a rien de fait. Ouais, mais 2-0, tout. Non, mais non. Et puis, ben, en fait, quand il y a eu 2-2, ils m'ont dit, putain, mais, j'ai dit, les gars, on sait pas ce qui va se. Et même au 3-2 pour le Barça, je me suis dit non, c'est pas fini. Et finalement, c'est qui? C'est Acerbi, qui avait jamais marqué en Ligue des Champions, qui nous met un but d'avancante à la dernière minute. C'est même ça, c'est irréel. T'inquiète pas, VD, on va en parler de tout ça, Non, mais mec. c'est ça. Mais là On même, tu aura, veux, ouais, mais on aura des choses à dire. tu veux qu'on le classe, mais c'est le match, il était irréel Oh, en non, mais lui-même. c'était juste, voilà, juste faire une petite minute quand même pour dire où est-ce qu'on place ce match parce que c'était vraiment un match hors du temps qui s'inscrit Ouais, c'est là et ça. tout. Donc voilà, C'est ça, hors du temps. Hors c'est du ça. temps. Donc plongeons-nous, messieurs, plutôt dans le débrief de ce match parce qu'il y a des choses à dire et on va commencer par les traditionnelles compositions d'équipe dont vous avez l'habitude. On va commencer du côté de l'Inter. Yann Sommer dans les cages avec Acerbi, Bastoni, Bissek, Pavard n'ayant pas pu prendre sa place de titulaire, avait d'ailleurs quitté le groupe à la dernière séance, tandis qu'un autre joueur dont on parlera après, lui, a pu rester et a pu disputer ce match. Milieu de terrain, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Baralla. Di Marco continue de prendre sa place sur le côté gauche en titulaire. Denzel Dumfries sur le côté droit. Marcus Thuram. Et le grand revenant, celui qu'on n'attendait pas, celui que personne n'attendait, et à juste titre, puisqu'il a affirmé lui-même jouer sur littéralement sur une jambe avec un match qu'il n'aurait pas dû jouer, mais où il a quand même fait 70 minutes, un but marqué et un penalty obtenu, notre capitaine Lautaro Martinez. Et, euh, et voilà, donc pour la composition d'équipe de l'Inter, avec le Barça qui était aussi classique, sans Koundé, sans Alejandro Balde, qui a été remplacé donc par Eric Garcia côté droit, Gérard Martin côté gauche, et Ferran Torres a pris la place de Lewandowski, qui lui est rentré en fin de match. On va du coup aborder sur ce match déjà la première mi-temps, messieurs, parce que mine de rien, c'est vrai que cette double confrontation contre le Barça, on peut vraiment la disséquer en mi-temps. Une première mi-temps à l'aller pas bonne pour l'Inter, meilleure en deuxième. Et là, du coup, c'est l'inverse qui s'est passé. La première mi-temps côté Inter avec les deux buts, aussi les occasions aussi, hein, côté Inter. Hein, j'ai un souvenir la frappe de Çalhanoğlu. Alors j'ai un doute si c'est fin de première ou début de deuxième. Non, je pense que c'est plus, ouais, Mkhitaryan? plus fin de première. Il y a la frappe de Mkhitaryan, mais il y a aussi la frappe de Çalhanoğlu un peu Il très y a 2-0, je crois. gauche. Ouais, 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 mais je c'est crois que en c'est fin première, de parce qu'en première deuxième, mi-temps, ouais. ouais, Ouais. parce que en deuxième, on n'existe pas. Donc oui, donc fin de première mi-temps, la frappe de Mkhitaryan, comme tu as dit, la frappe de Çalhanoğlu, pied gauche, un peu très nonchalante d'ailleurs, on dirait un peu comme il frappe. Le penalty obtenu, le but aussi de Lautaro Martinez. Antoine, une grande première mi-temps aussi côté Inter qui a commencé tambour battant, qui s'est adjugé la première mi-temps. Ouais, bah franchement, pas la différence. T'en as déjà parlé, je vais rentrer plus dans les détails, c'est sur Di Marco. Ce qui a changé, je dis pas qu'il a mangé Yamal, hein, parce qu'il voit quand même que le mec est un phénomène, Yamal. Mais ce qui a changé, en fait, c'est son état d'esprit qui était beaucoup plus agressif. Là où au match aller, je pense qu'en fait, ce qui a dû se passer, c'est qu'au bout des 2 ou 3 fois qu'Yamal est passé, ça l'a marqué mentalement. Là, on lui a dit,
tu lui fonces dessus, quitte à faire fausser des fois, t'es bien agressif, tu le laisses pas faire ce qu'il fait, tu ne le laisses pas réagir. Et c'est ça qui a fait énormément de différence sur Yamal. Et sur cette première mi-temps, on a eu aussi des belles percées de Bastoni. Souvent, ce qui est significatif d'une Inter qui est entreprenante, qui veut mener le jeu. Et on a vu un Lautaro qui, sur ses 2 seuls touchés de balle, je crois, a été décisif. Sur une jambe, il a touché 2 ballons, mais il était décisif. Donc, bravo à lui, franchement. Bravo à toute l'équipe. De toute façon, c'est ce que je dirais sur la globalité de la rencontre. Mais c'était une mi-temps où je pense vraiment que le plan de jeu était essayer de faire le plus mal possible sur la première mi-temps, en espérant que le Barça perde un peu espoir en deuxième. Ce qui n'est pas forcément arrivé, mais voilà. En tout cas, super première mi-temps. Et toi, Fédé, sur la première mi-temps aussi de côté de l'Inter, une première mi-temps tout en réussite, tout en efficacité, à l'image de Lautaro Martinez après son but. Scanal a fait passer la stat quelques minutes après son but. 4 ballons touchés, un tir, un but. Donc clairement, l'efficacité au rendez-vous. Et puis un peu après, il obtiendra du coup ce penalty où il a très bien joué le coup en plaçant son pied devant son pied devant le tac de Koubarsi. Et j'ai un doute, je sais plus si c'est la jambe. Il place sa jambe droite, je sais plus si c'est elle la jambe où il est strappé, enfin où il a sa blessure. J'ai un doute entre la droite et la gauche. Mais voilà, il donne son corps à la science, on va dire, sur le penalty de Koubarsi qu'il peut obtenir. C'est c'est un peu le résumé de cette première mi-temps, en fait. On peut même dire qu'il a donné son corps à Inter, là, sur le coup, là. Franchement, après, moi, comme il disait Antoine, j'ai vraiment été surpris, c'est que Di Marco, il reste pas sur sa prestation du match aller. On a vu un autre Di Marco. Et à la limite, c'est Carlos Augusto qui m'a un peu déçu à son entrée parce qu'en fait, on prend les buts quand il rentre. Je l'ai trouvé moins. Après, moi, je pense que Di Marco, à l'aller, il a dû se mettre la pression tout seul. On parle de, on parle de Yamal comme d'un crack, quoi, sûrement du futur, l'un des futurs meilleurs joueurs. C'est un des joueurs comme il y en a pas tous les ans. Et je pense qu'il a dû se mettre la pression. C'est pour ça que moi, je trouve le match raté à l'aller de Di Marco, il doit y avoir de ça. Il y a eu, voilà, je pense qu'il y a eu peur puis il y a eu aussi il avait joué avec la sélection. Il lui avait déjà mis la misère. Et là, le Di Marco, il joue combien Di Marco? 50, quasiment 1 heure 55. de jeu, non? Ouais. 55 minutes, ouais. Il sort juste après le but d'Eric Garcia. C'est deux Di Marco, on n'a pas eu le même Di Marco à l'aller et au retour. Et de toute façon, à l'aller, dès la première action avec Yamal, on voyait que ça allait pas aller. Ça, c'est pas, il y avait Di Marco, il y a. Elle a tué. Tu l'as vu que les Ouais. joueurs, ils essayaient de le rebooster, en fait, ses coéquipiers en défense. Je crois que c'est à Cherby qu'on a vu le remotiver à l'aller. Ouais. On a vu qu'il était touché mentalement, en fait, par la misère Mais que Yamal était en train moi, de faire. je pense que un match comme les matchs comme on a eu, si on n'a pas de gars d'expérience, le joueur il coule totalement. On critique tout le temps l'Inter, ouais, c'est une équipe avec des vieux, mais je pense que l'expérience dans les matchs comme ça, c'est primordial et puis là et Inzaghi, c'est limite c'est bien ce qu'il a fait de le remettre, alors qu'on était tous pour mettre Carlos Augusto, mais en fait il l'a remis, il lui a fait comprendre que l'aller ça arrive, tout ça, puis finalement on a eu un autre Di Marco. Il garde la confiance en Et son joueur. ouais, et même pour l'effet de groupe, c'est bien parce qu'au moins il aurait pu le mettre de côté. Non, là il lui a dit écoute, je te redonne une chance et prouve-moi que j'ai raison, et puis c'est ce qui s'est passé quoi. Et on a vu un autre Di Marco et ça on peut tirer le chapeau à Inzaghi parce que c'était pas non plus évident de le remettre après le match aller. D'ailleurs, Sachant que c'était le même but. premier tu peux but, appuyer un peu ta stat. Tu peux appuyer un peu la stat sur Di Marco. Sur les 55 minutes qu'il a joué, il s'est fait dribbler, donc bon, principalement Lamine Yamal, enfin, exclusivement d'ailleurs Lamine Yamal sur ça. Il s'est fait dribbler 3 fois. Qui, je pense, si je vais chercher ses stats du match aller, je pense qu'on Tu pourra multiplies multiplier par ce chiffre 3. peut-être par 2. Voilà, par 2 ou par Ouais, 3 j'aurais même peut-être potentiellement. ouais, j'aurais peut-être Donc même dit par 3 parce que
Ouais, il a Voilà, vraiment donc pris la Là, mine de rien, il n'y a pas pris ça le peut bouillon. aussi dire que voilà, il a limite. Ben, c'est pour ça que je dis pas qu'il a réussi non plus son duel face à Lamine Yamal, faut pas abuser. Pour moi, il a limité la casse. Au match aller, il a rien limité du tout. C'était un barrage d'eau ouvert. Là, tu vois, c'est un barrage d'eau qui s'est un peu refermé. Et ça a pas, l'eau est passée, mais beaucoup moins. Il était fermé, on va dire, à 70%, 60-70% à peu près. Il a quand même laissé quelques vagues passer, mais c'était déjà moins pire qu'à l'aller et c'est déjà pas gagné. Hein. Mais je Si tu pense. mais je- relativises la prestation de Di Marco par rapport au joueur qu'est Di Marco, faut dire la vérité, il sait pas défendre, il n'a pas de science défensive à proprement parler. Quand tu fais le mix un peu de sa prestation défensive et le fait que défensivement de base c'est clairement pas un de ses points forts ou même un de ses points moyens. Clairement, on va pas dire que c'est exceptionnel ce qu'il a fait face à Yamal sur 55 minutes, mais c'est un travail notable et remarquable à faire noter pour un mec qui vraiment n'a pas de science défensive à proprement parler, contrairement à un Carlos Augusto, contrairement à un Darmian, ou même, franchement, même contrairement à un Dumfries, son alternative sur le côté. Mais pour. ouais, Di Marco, Vas-y, Fidel. mais Di Marco, on sait déjà qu'il est pas, c'est pas sa qualité première, le jeu défensif. Mais là, en plus, il défend face à une fausse patte, avec un gaucher qui joue à droite. Et lui aussi, il est gaucher. Donc, c'est encore beaucoup plus. Je pense qu'un droitier, il y aurait plus de facilité à jouer, à défendre sur Yamal. Parce qu'en fait, quand Yamal il va attaquer, lui, il va l'avoir sur son pied fort. Tandis que là, Di Marco, lui, il l'a toujours sur son pied faible. Et je pense que ça doit jouer aussi, ça. Je regarde le plan large, pile au moment où Olmo prend le ballon et du coup la perd. Je regarde que le bloc de l'Inter est très haut, en phase de pressing, et que si le ballon, bon, Olmo a fait n'importe quoi, mais si le ballon est bien ressorti, il y a une possibilité de contre-attaque immense côté FC Barcelone, ou d'attaque en transition rapide plutôt pour le FC Barcelone, qui peut être destructrice côté Inter. Donc il y a eu aussi, Antoine, cette comme à l'aller, alors même si à l'aller ça a vacillé, ça a été compliqué, mais jamais l'Inter a vraiment ressenti la peur. euh, il y a eu des moments peut-être sur cette seconde mi-temps du match retour où il y a eu un petit peu quand même de flip à certains moments où vraiment il y a des joueurs qui euh, étaient plus en difficulté technique et tu sentais que c'était plus ils dégageaient plus par peur de perdre le ballon plutôt que de se dire on dégage juste pour respirer le temps de quelques secondes. Et du coup, pour noter la bonne chose de cette première mi-temps, Antoine, avant de passer à un deuxième, c'est vraiment ce pressing haut et cette Inter en confiance qui a joué décomplexé face à, on l'a dit déjà au podcast avant avec Nico, et je pense qu'on était globalement d'accord sur ça. Et Inzaghi l'a confirmé en conférence de presse, face à la meilleure équipe de la compétition, tu as joué en confiance, tu as joué en pressant cette équipe, qui est une équipe très compliquée à presser et qui a des très bons joueurs pour ressortir la perte de balle, et tu as quand même tenté de le faire, et surtout, chose encore plus forte, tu as réussi à le faire. Mais de toute façon, on était le pire tirage pour le Barça. On était l'équipe la plus, on était l'équipe la plus chiante à jouer pour eux. Je pense que le Barça, il aurait préféré tirer le PSG ou Arsenal, hein. Malgré que malgré que c'est l'équipe la plus forte. Mhm. Ah oui, non, je suis d'accord. Bah, de toute façon, les supporters de Barça te le disaient dès le match retour, avant le match retour contre le Bayern, ils espéraient une qualification du Bayern. Hmm. Ouais, il préférait jouer le Bayern, en fait. Ah oui, et puis Et largement, hein, tu demandais à tout le monde, ils voulaient clairement jouer le Bayern. Et puis quand tu vois le match aller-retour contre l'Inter, t'as tout compris de pourquoi ils voulaient jouer le Bayern. Mais quand tu regardes les buts, ils viennent souvent de situations semblables, en fait. Ils attaquent, ils se font contrer. C'est pas des On buts les a de pris avec possession. la largeur, surtout. On les a attendus et en fait, dès qu'ils ont perdu le ballon, bah, en fait, on a explosé. Et puis, bah, eux, défensivement, c'est pas la défense du Barça. C'est pas non plus l'une des meilleures défenses d'Europe. Et ils l'ont payé à chaque fois. Et c'est Mhm. ça, c'était, ils attaquaient, mais avec le risque, on perd le ballon, ils vont tous partir et on va se retrouver. Ben, de toute façon, je pense que on se plaignait à une époque que l'Inter marquait peu en Ligue des Champions. Je me souviens plus c'était quel podcast. C'était après les poules, on avait marqué que 8 buts ou Eux, un on avait truc comme ça. enchaîné les 1-0 à Leipzig, 1-0 à Ouais. Et, Arsenal, au où on final, gagnait et ric-rac. finalement, sur la phase
de la phase à élimination directe. On a 2 buts contre le Bayern, 2 buts contre, 2 plus 2 contre le Bayern, 4 plus 3 contre le Barça. Donc en 4 fait, contre le ouais, Mans. on a, ouais, 4 contre le Feyenoord. Donc du coup, ouais, On a c'est peut-être plus plus du marqué sur cette tout, phase que l'autre. ouais, c'est plus du tout la même On Inter, a quoi. 15 buts. On a 15 buts en phase éliminatoire. 4 contre le Feyenoord, 4 contre le Bayern et 7 contre le Barça. Ça fait Donc 15 ouais, buts. c'est un doute qu'on avait sur le pouvoir offensif en Ligue des Champions. En fait, là, on a 2 phases distinctes. Donc ouais, ça aussi, la stat, elle est énorme, quoi. On a joué 8 matchs de poule, on a marqué moins de buts qu'en 2, 4, en 6 matchs à élimination directe. Alors qu'on joue des équipes censées être plus costauds. Il n'y a plus de Sparta de Prague, il n'y a plus de Berne, tu vois. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, mine de rien, c'est un point que je voulais soulever quand même avant de passer à cette deuxième mi-temps, parce que cette deuxième mi-temps, elle a pas été de tout repos, loin de là. C'est là où l'Inter encaisse justement ses buts à la 54e et à 60e, encore des buts, un timing rapproché d'ailleurs. Encore ce souci qui a eu lieu à l'aller côté Inter, même si là les buts ont été un petit peu plus décalés. Avec du coup vraiment ce temps fort du Barça de la 45e à la 80e, hein, quand on a une occasion du coup en transition à la 80e, c'est un peu là où se finit le temps fort du Barça, mais c'est vraiment 35, oui c'est ça, une 35 minutes de souffrance perpétuelle où l'Inter n'arrivait pas à ressortir. On se demande encore comment pendant 35 minutes le Barça a un temps fort et lui ne marque que 2 buts. On va reparler dans les individualités un peu après. Alors, sans parler de cette phase potentiellement où l'Inter, mine de rien, a géré, c'est un peu une chose dont on avait déjà parlé à l'aller. Euh, il y a le but de Rafinha donc à la 87e. Euh, et sur cette phase-là, et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment, il y a quand même les joueurs qui poussent évidemment pour aller chercher ce but. Mais moi, une chose qui m'a quand même, franchement, qui m'a quand même étonné et qui pour moi relève, est pas loin de relever de la faute professionnelle, vous me direz ce que vous en pensez, les gars, c'est l'attitude du Barça, du but de Rafinha jusqu'au but d'Acerbi, où tu avais l'impression qu'on était dans la configuration d'un 2-2 où il devait aller chercher où il devait aller chercher un but, où tu avais toujours des joueurs aussi hauts. T'as Lewandowski qui rentre aussi un peu à la fin du match. Bon, tu sais pas spécialement. Tu vois, t'as Lewandowski qui rentre à la 90e, par exemple, alors que tu mènes, alors sans dire de faire des changements entre guillemets Conte ou Inzaghi à faire rentrer un défenseur, mais t'as Lewandowski qui rentre à la 90e comme s'il fallait chercher un but. Donc c'est un peu la mentalité, on en parlait d'ailleurs au précédent podcast avec Nico, c'est un peu cette mentalité où le Barça ne sait pas jouer autrement que, enfin, Hansi Flick ne sait pas faire jouer ses équipes autrement que sous sa manière de jouer, c'est-à-dire de toujours marquer un but de plus, mais toujours rajouter un but au tableau d'affichage. Et là, clairement, Antoine, bah, c'est ce qui les a tués parce que le, le dégagement de Sommer pour arriver sur Thuram, donc il saute tout le milieu de terrain pour que Thuram ait le temps de se retourner, de trouver Dumfries, que Dumfries ait affronté qu'un seul adversaire, qu'en face de Thuram, il n'y a que seulement 3 défenseurs, Araujo, Koubarsi et Gérard Martin, à la 92e minute du match, avec Dumfries qui puisse dribbler et Acerbi qui est en numéro 9 mais qui est juste marqué par Araujo. Il n'y a pas non plus 2, 3, 4 joueurs autour de lui dans la surface. C'est aussi Antoine ce qui a fait que l'Inter a pu aller en prolongation. C'est cette incrédulité du Barça par sa jeunesse, mais il y a aussi le style de jeu revendiqué qui Hansi Flick l'a poussé à l'extrême. Et certes, ça t'a fait marquer le but de Rafinha, les buts d'Olmo et d'Eric Garcia, mais c'est le revers de la médaille, comme on dit, c'est que ça te fait concéder ce but d'Acerbi à la 93e. C'est un énorme manque de pragmatisme sur ce point-là. Chaque style de jeu, j'ai envie de dire, chaque plan de jeu a ses points forts, mais aussi ses points faibles. C'est là qu'on a vu un peu la lacune du jeu, un peu de. La lacune, c'est quand même gros de dire ça, mais les points faibles du jeu de Flick. Après, on peut aussi remercier nous-mêmes en tant que supporters de l'Inter, entre guillemets, le marquage de Ronald Araujo. On peut aussi se dire que Dumfries, face à Gérard Martin,
tu vois que Dumfries, il a un meilleur gabarit, il a de l'expérience, il a vraiment très bien joué son coup. C'est ça qui nous a permis de vraiment aller chercher ce but d'Acerbi. Puis la prise de responsabilité d'Acerbi, dont je vois, c'est vrai, énormément de gens s'étonner, mais on se remet le scénario, l'Inter doit remonter un but, elle est chez elle, elle va absolument se qualifier en finale. Bah, évidemment que tu as des folies comme un défenseur qui monte, qui peuvent arriver. Sans C'est les quand même consignes incroyable. d'Inzaghi, il a précisé en conférence. Inzaghi lui a pas demandé. Hein. Il lui a pas Inzaghi lui a demandé, rien Inzaghi dit. lui Hein. a pas demandé. C'est C'est là ça. que je le mets vraiment Acerbi sur qui prend sa Acerbi, sur le responsabilité. joueur. C'est une putain de responsabilité et il a raison de le faire. Il a raison de le faire parce qu'un but comme ça, il doit absolument le mettre. Et ben, il a montré son caractère, il a montré quelque chose qui est présent dans sa carrière depuis le début. Les gens connaissent son parcours, hein. Sa combativité à se dire je dois y aller, je dois aller suppléer l'attaque. Au moins pour cette action, il t'a mis un plat du pied droit alors que c'est un gaucher à Cherby. Pas le défenseur qui a ce côté élégant techniquement, on le sait. Et c'est ça qui nous a permis. C'est tous ces ingrédients-là, Dumfries, et limite un peu de l'approche de Flick, à Roro et à Cherby, qui nous ont permis vraiment d'aller chercher ce but qui était inespéré, mais d'un côté, en tant que supporter, j'espère qu'on était tous à l'espérer ce but. Oui, je pense on était nombreux à l'espérer. Toi, Fédé, aussi par rapport à ce manque de pragmatisme, à cette erreur de jeunesse, c'est un peu un mix de tout. Voilà. J'avais vu passer sur Twitter, mais Gérard Martin, quand il tombe sur le duel de Dumfries, il doit attraper le ballon des mains pour entre guillemets bien signifier à l'arbitre qu'il y a faute, qu'il y a faute et tout par rapport à ça. Et tu vois, il le fait pas. Il y a la suite aussi à Araujo où il est derrière Acerbi, mais sans possibilité d'intervenir. Bon, je ne veux pas non plus reprocher à Chesney parce que le ballon, faut quand même aller chercher, même si c'est ton premier poteau, il te met quand même il te met Ouais, quand même un ballon comme ça. Mais parce voilà, je que veux dire, en je fait, pense que le gardien peut rien faire. C'est tomber non, mais sur je veux dire, Chesney. c'est un mix de tout. Je veux dire, c'est un mix de tout, Fédé, entre Ah ouais, l'incrédulité de c'est. Gérard Machin, Araujo qui la joue très mal, Flick qui joue comme s'il perdait 2-0. Donc, il y a eu ce mix, Fédé, et ça a donné ce but d'Acerbi avec l'Inter qui, faut quand même faut reconnaître ça à l'Inter, cette force mentale de se dire qu'un but à la 87e minute ne les a pas enterrés mentalement. Et c'est eux, après que le Barça soit revenu 5 fois au score sur la double confrontation. C'est maintenant l'Inter qui trouve la force mentale de repasser à égalité et de marquer ce but au FC Barcelone. Et ça souligne aussi la force mentale des Nerazzurri. Bah, le pire, c'est que le Barça, la seule fois où il a mené dans la double confrontation, pour eux, ça a failli être la foi la foi qui allait les emmener en finale. Et en fait, je pense que le but d'Acerbi, derrière, il est dans les têtes, ça les a cassés. Je pense que le but d'Acerbi, pour eux, il leur a plus fait mal que le but de Fratesi. C'est eux, ils s'y voyaient. Il y a même des gens, ils ont quitté le stade. Finalement, ils n'ont pas vu la prolongue, tout ça. Je pense que le but là, il a vraiment, il a cassé les jambes au Barça. Donc des fois, on dit ouais, c'est bien, mais c'est dans les moments-là que l'expérience, elle joue beaucoup. Là, sur la double confrontation, le fait d'avoir une équipe plus expérimentée, ben, ça a permis à Di Marco de tenir le coup sur le match aller. Ça a sûrement permis à Di Marco de faire un meilleur match retour. Parce que je pense qu'entre les deux matchs, ça a dû parler, ça a dû discuter. Et puis ben, le but là, le but d'Acerbi. Acerbi, il marque pas souvent. Mais Acerbi, quand il met des buts, c'est des buts décisifs en Important. fait. But du Scudetto l'an Mais dernier. Hein. bah c'est ça, tu vois, c'est Pavard, c'est pareil. Acerbi, son premier but en Ligue des Champions à l'Inter, c'est une quali, c'est il te remet, il égalise pour une place en finale. Pavard, son premier but à l'Inter en Ligue des Champions, c'est il te qualifie contre le Bayern. Donc on dit tout le temps les attaquants, les attaquants, les attaquants, mais là, bah, à part à part les buts de Lautaro, c'est des milieux ou des défenseurs qui sont marqués. Mais ouais, non, Ouais. mais je pense que le côté expérience, il y a beaucoup joué sur le match-là parce que je pense que dans l'autre cas où c'est l'Inter qui mène 3-2 et le Barça, il reviendrait, je pense qu'il serait parvenu à 3-3. Par contre, là, l'Inter, il y a une force de caractère et je pense que le groupe,
la finale d'il y a 2 ans contre City où tout le monde nous promettait 4, 5, 6, 6-0 et que finalement on l'aurait gagné, ça aurait été loin d'être un vol. Je pense que le jour-là, ils se sont dit on est capable de le faire. Et le City de 2023, c'était une machine. C'était vraiment, je pense que ça a été le meilleur City qu'ils ont eu depuis, depuis qu'ils sont devenus, eux, c'est quoi? C'est pas le Bahreïn, c'est les Émiratis, je Les crois, Émirats. City. Ouais. Mhm. C'est le meilleur City qu'ils ont eu. Donc ils se sont dit, on a, on a été pas loin de battre le meilleur City et on aurait peut-être mérité de les battre. Là, ils ont rien lâché. Et je pense que les Parisiens, ils arrivent trop. Et je suis content que c'est comme ça parce que je vois passer les supporters parisiens, ils sont déjà en confiance. Pour eux, on est une petite équipe. Ils nous... Et ça, tu vois, c'est ça qui est souvent, c'est quand tu prends de haut l'adversaire, finalement. Et Donc non, d'ailleurs, non, mine de rien, petit mot aussi sur la force mentale. Après, on passera juste à une petite partie et on va passer sur ces individualités parce qu'on est déjà bien avancé sur le podcast. C'est une force mentale dont l'Inter a fait preuve en Ligue des Champions et malheureusement pour la Serie A, exclusivement en Ligue des Champions parce que cette rage qu'il y a eu de la 88e à la 93e, franchement, en Serie A, on n'a pas eu une seule fois contre le Napoli, contre la Juve, encore plus contre le Milan quand était mené. Je sens vraiment que ce groupe, il ne vit, même la saison dernière, mais la saison dernière, il y avait quand même un Scudetto à gagner, donc il fallait gagner entre guillemets le Scudetto par rapport à tout ce que ça impliquait. Donc il y a eu ce coup de rein supplémentaire, mais le coup de rein supplémentaire qui nous a manqué durant toute cette saison, bah en fait, cette âme supplémentaire, les joueurs ont réservé ça uniquement et exclusivement pour la Ligue des Champions. Et mine de rien, on peut reprocher ça parce qu'en championnat, tu es 3 points derrière le Napoli et que si tu avais fait des fois un peu plus le travail, au moins tu serais à égalité, si ce n'est avec quelques points en avance. Mais mine de rien, il faut leur reconnaître ça aussi, Fédé, bah, ça a payé parce que tu es en finale de Ligue des Champions. Donc cette force mais, mentale que tu as mis pour mais la Ligue des Champions, elle a payé. ce que tu dis là, c'était le Milan dans les années 2000, c'était la même chose. Si tu regardes les années où le Milan il gagne la Ligue des Champions, ils sont pas champions d'Italie. C'est, c'est, c'est pas. Mais déjà après le truc c'est qu'il y a un peu plus de concurrence en Serie A. L'année dernière, il n'y en avait pas. Je suis désolé. Quand tu finis le deuxième, il y a plus de 15 points. Il n'y a pas de concurrence. Limite, ouais, c'est. Mais moi, je me souviens du Milan en 2007. Le Milan, je crois que ça doit être en 2003. Ils sont pas champions d'Italie quand ils gagnent la Ligue des Champions. Et ils avaient aussi les mêmes des matchs de Serie A où ils ont perdu des points bêtement pour au final aller gagner la Champions. Donc je pense que c'est au niveau de l'Italie, on n'a pas encore d'équipes qui peuvent se permettre d'avoir une équipe pour le championnat et une équipe pour la Champions League. Et je pense que là, ils vont continuer, essayer dimanche de battre le Taureau, de rester dans le coup pour le championnat. Mais si d'ici le Taureau ou la Lazio, Naples, bah, ils s'envolent, je pense que bah, tout y sera. Parce que là, je pense qu'Inzaghi encore, il n'a pas lâché non plus le championnat. C'est toujours possible que Naples il fasse un faux pas. Naples, ils ont déjà choc dans le passé. Bon, là, avec 3 matchs, ça commence à être compliqué, mais tant qu'il y a encore un peu d'espoir, je pense qu'il va encore jouer les deux. Mais dès qu'il n'y a plus aucun espoir, si ça arrive que ce week-end, bah, admettons, on perd, on fait match nul, que le titre c'est fini, bon, c'est tout. Ouais. Il va mettre que des équipes B jusqu'à la finale et puis il va tout mettre sur la Ligue des Champions. Mais c'était un Comme le point quand même que je Milan. voulais, c'était un point que je voulais souligner mine de rien parce que c'est important. Juste, je vais vous donner les gars, j'ai 5 stats que vous avez très certainement dû voir tourner ces derniers temps. Je vais vous donner les 5 et juste comme ça, très rapidement, vous me dites pour vous quelle est votre stat la plus représentative, enfin plutôt votre stat préférée entre guillemets, celle que vous trouvez peut-être la plus représentative. Alors, du coup, les 5 stats. Donc, la première, c'est 6 minutes. C'est le temps durant lequel l'Inter a été mené contre le FC Barcelone sur la double confrontation. 15 minutes, c'est le temps durant lequel l'Inter a été mené durant l'intégralité de la Ligue des Champions. Aucune équipe n'a fait plus de finales de Ligue des Champions depuis l'arrivée de Simone Inzaghi en 2021-2022 que l'Inter. Seul le Real Madrid en fait autant. L'Inter n'a perdu qu'un seul match durant toute la Ligue des Champions. Personne ne fait mieux ou autant.
et l'Inter est désormais invaincu après ce match contre Barcelone lors de ses 16 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile. Toi, Antoine, laquelle stat te parle le plus, t'impressionne le plus, laquelle préfères-tu le plus? Celle où on a été mené le nombre de temps, parce qu'en fait, elle reflète une chose de l'Inter par rapport aux autres saisons en Ligue des Champions. Souvenez-vous, face à Liverpool, on a beaucoup d'occasions, on marque très peu. Souvenez-vous, face à City, festival d'occasions, Lukaku, Di Marco et Lukaku qui enlève la balle. Souvenez-vous, face à l'Atlético, on a mangé des feuilles de match. J'ai comme l'impression que cette saison en Ligue des Champions, l'Inter est vraiment clinique. Et c'est un énorme atout, parce que c'est ça qui te permet justement de ne pas être mené, c'est de mettre tes buts, d'être serein, de te dire on a marqué. On n'est pas à courir derrière un score. On est beaucoup plus serein dans le jeu. On n'a pas à courir après le score. Cette stat, Donc elle toi, c'est la reflète stat des vraiment- 15 minutes. C'est ça, elle reflète vraiment que l'Inter, cette saison, elle est clinique. Elle s'est marquée. Et c'est ce qui n'était pas présent les 3 dernières éditions de Ligue des Champions. Que ce soit l'élimination face à Liverpool, City et l'Atlético. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un peu dans le comparatif des précédentes saisons combien de temps, combien était le temps d'autres équipes. Ça serait intéressant de comparer. Toi, Fédé, parmi ces 5 stats, laquelle est la plus impressionnante, laquelle tu préfères? Bah, moi, c'est. Bon, du coup, c'est. Du coup, Antoine, j'avais l'idée aussi de celle-là, mais du coup, on va y- on va innover. Mais Inzaghi, 2 finales. 2 finales de C1. Il n'y a que Herrera, je crois, dans l'histoire de l'Inter qui a réussi à faire 3 finales. En fait, Mm. on a un entraîneur qui sait, je vais pas dire on a le nouveau Ancelotti italien, mais on est quand même on est proche d'un joueur, d'un entraîneur qui s'en rapproche, qui sait être compétitif aussi en Coupe d'Europe. Alors moi, je me souviens des détracteurs d'Inzaghi qui n'avaient pas le niveau pour l'Inter, tout ça et compagnie. Euh, En plus d'avoir le niveau pour l'Inter, il y a aussi le niveau C1. Et je pense que l'année dernière, Inzaghi, et encore, il n'y a pas de moyens mis à sa disposition. Il n'y a pas des équipes avec 5 grands attaquants sur son banc. Il bricole quand même Inzaghi avec des joueurs en fin de contrat, tout ça. Donc, c'est encore. Je voudrais bien savoir le budget mercato qu'il y a eu depuis qu'il est arrivé par rapport à d'autres entraîneurs qui ont fait 2 finales de C1. On lui a donné 3 bouts de bois et des cordes à Inzaghi pour faire 2 finales de C1. Donc ça, même là, cette stat, elle est énorme parce que qu'est-ce que Inzaghi aurait pu faire avec des budgets comme des clubs comme, je vais peut-être pas dire Liverpool ou le PSG, les clubs, mais avec un minimum de budget tous les ans. Je parle pas de 100 millions, mais rien que tous les ans, on lui aurait acheté pour 50 millions de joueurs, admettons. Bah, tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec pas grand-chose, il arrive quand même à faire 2 finales de C1. Donc on peut se dire que le mec, quand on va commencer à lui mettre un petit peu de moyens, ça va aller jusque. Et puis Inzaghi, il y a des joueurs, ils sont devenus. Mkhitaryan, c'est devenu un autre joueur. Il y a beaucoup de joueurs qui l'a fait performer finalement, qui sont devenus meilleurs depuis son arrivée. Donc en fait, c'est. Est-ce qu'on a atteint le summum d'Inzaghi ou est-ce qu'il y a encore quelque chose au-dessus? Et puis sinon, il y a la Bah, stat, ouais, on a perdu qu'une fois, mais on a perdu un match qu'on ne devait pas perdre. Vu qu'il y avait pas, il y avait hors-jeu, il n'y a pas corner, on n'aurait pas. Tu vois, ça aussi, c'est. Il y a la stat là, mais en fait, même pareil, la stat où on a été mené. En fait, on a été mené quelques minutes contre le Bayer, Leverkusen, mais qu'on n'aurait pas dû être mené non plus. Donc en fait, ouais, c'est. Toutes les stats, en fait, elles ont leur valeur. Le nombre de matchs sans défaite, ça veut vraiment dire qu'on est sur une Inter qui est revenue dans la cour des grands en Europe. mm. Ouais, et c'est une très bonne chose et du coup ça me permet du coup cet instant stade qu'on aille sur l'aspect individualité. Comme ça je donne une petite stat individualiste
pour aller faire la transition. Denzel Dumfries est le 3e joueur à être impliqué dans 5 buts en demi-finale d'une même saison de Ligue des Champions. 2 buts et 3 passes décisives. Après Alessandro Del Piero en 97-98, 6. Et Roberto Firmino en 2017-2018, 5. Donc, mine de rien, ça nous permet d'arriver du coup ça nous permet d'arriver sur le débat des individualités, messieurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va faire un petit ping-pong, 2 individualités chacun. Et si on n'est pas trop, parce qu'on est déjà bientôt 1 heure de podcast, si on n'est pas trop long, on pourra peut-être en faire une 5e. Et il y a des choses à dire sur tous les joueurs, donc on va devoir se cadrer et être un petit peu plus pour messieurs. Félix, écoute, si tu veux commencer, tu as le choix du roi. Quelle est la Alors, première individualité dont tu veux parler? On a du monde au programme, je vais donner un peu les noms comme ça. c'est On a dur du en fait Yann de Sommer, choisir. on a du Acerbi, on a du Bastoni, on a du Lautaro Martinez, on a du Marcus Thuram, on a du Denzel Dumfries. Donc, si on veut peut-être aller chercher un peu plus loin, on a aussi du Davide Fratesi, on a pas mal de monde. Fédé, quel est le premier nom que tu veux évoquer? Alors, moi, c'est pas un nom, c'est une paire de joueurs qu'on a. Et moi, le premier, j'en cache pas qu'on a vraiment tapé dessus ces derniers temps. Mais ils sont rentrés, ils nous ont fait une rentrée, ils ont été haut niveau. On l'a critiqué Fratesi, on a critiqué Taremi, mais franchement, mardi, ils sont rentrés, ils ont fait le job. On attendait plus grand chose d'eux et finalement, ils nous ont surpris en bien. Et donc, du coup, c'était pas des titulaires, mais le foot, ça se joue à 11 plus les remplaçants. Et là, moi, franchement, la paire des deux, on pouvait avoir peur quand ils rentrent. Et finalement, ils nous ont, moi, ils m'ont surpris et franchement, j'aime bien quand on tape sur les joueurs quand ça va pas, mais il faut aussi dire quand des joueurs sur qui on tape, on ne retourne pas notre veste, mais montrer que On ils peuvent applaudit. aussi. Et ouais, franchement, moi, Taremi, son entrée, et je suis pas l'un des seuls à vu sa saison, et je pense que c'est logique qu'on ait pu le critiquer. Le mec, il rentre dans une demi-finale de Ligue des Champions où le score c'est vachement serré. Il rentre et je pense que à l'entrée de Taremi, Yamal, on l'a moins vu. Moi, j'ai eu la sensation là avec Taremi que, Il y a eu une bonne en intervention finale, défensive sur Yamal à un moment donné, hein. Il l'a Deux il stoppé net. a, Il y en a deux ouais, très importantes. peut-être qu'il a pas marqué, mais il a Pas fait décisives. il y a son esprit, il est rentré, je me doutais à un moment, je me demandais s'il y avait l'esprit collectif. Et finalement, il l'a quand même eu. On l'a vu, on le verra que là, en fait, on l'a vu qu'en fin de saison. Mais pourquoi pas Taremi il nous fait une fin de saison de dingue? Je suis en train de me poser la question. Je suis des joueurs sur qui on comptait pas et un peu comme Arnautovic, quoi, qu'on avait quasiment enterré. Puis finalement, Arnautovic, il nous a sorti des buts de fou. Il rentre. Pourquoi pas Taremi? Allez, on va être fou. Taremi nous fait gagner la Ligue des Champions. Mm. Et du coup, Fratesi aussi, Mina, avant qu'on passe au Fratesi, top moi, je vais dire un d'Antoine, un truc. petit mot. Ah bah Je si peux tu veux y dire un aller, on truc peut me sur donner. Fratesi, c'est que, Vas-y. enfin, c'est pas une des individualités que je ressors, mais revenir sur ce que Fede a dit. Il nous met un but décisif contre le Barça, mais n'oubliez pas qu'il fait aussi ça contre le Bayern, hein. Ce mec, c'est C'est deux peut-être seuls qu'en buts. titulaire, il est Les deux seuls décevant. buts de sa carrière en C1. Il est peut-être décevant, hein, en titulaire. Sur ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand on le met en sortie de banc, sa déclaration, elle veut tout dire. Je suis pas le plus talentueux, mais je me donne à fond. Il a dit ça globalement. C'est notre meilleur super sub, en fait, Fratesi. C'est notre meilleur. En fait, c'est notre meilleur remplaçant. Bah non, je vais pas dire c'est notre meilleur remplaçant, mais Le joueur dans qui des peut marquer en situations sortie de banc. compliquées, c'est ça. Il va rentrer 20 minutes, mais sur 20 minutes, il peut être méga dans. Il Et peut lui marquer. Il avait dit Hansi Flick il avait fait une déclaration avant la demi-finale retour par rapport à Fratesi, qu'il fallait le surveiller de marquer à 3, tout ça. Mais en fait, c'est ça, c'est un joueur. Il est méga. Il me fait penser un peu à une époque, on avait Julio Cruz quand il rentrait, c'est peut-être ce genre de joueur-là. En fait, quand il est titulaire,
il- on attend peut-être trop de lui quand il est titulaire, alors que quand il rentre en cours de jeu, l'adversaire il est un peu fatigué, puis sur un, sur un éclair de génie, bah, en fait, il peut nous sortir des situations. À l'aller, il marque à la 90e, au retour, il te met un but en prolongation, tu vois. Je sais pas, il y a un truc avec le joueur, tu vois. On parle de qui? Francesco Acerbi, parce que on a parlé de son parcours compliqué, les dépressions suite au décès de sa famille, le cancer à 2 reprises. Ce mec, quand il est arrivé, personne n'en voulait quasiment, personne. On en parlait de lui comme un remplaçant de Raphinha. Là, comme on l'a dit, c'est même pas une consigne d'Inzaghi. C'est le mec qui a pris son courage. Il s'est dit, on marque. On n'a plus 10 000 cartouches. J'y vais. Et il t'a mis un but de numéro 9. Ah Comme ouais, j'ai dit c'est franchement, précédemment. ouais, c'est incroyable. Et je célébrais le but avec des gars autour de moi et tout. On a fait la fête, on a vu le match. Les mecs qui me disaient, mais c'est qui a marqué? Je leur dis, putain, mais c'est Acerbi. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi, j'y ai pas pensé sur le coup. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et finalement, tu te dis, respect. Ça récompense vraiment, comme on a dit, ces buts importants comme ça. Ça récompense que ce mec fait à l'Inter depuis qu'il est là, parce que c'est énorme. Mais ce qui est encore C'est plus énorme, l'individualité que c'est je que mets en avant. ce qui est encore plus énorme, c'est que c'est l'action. C'est pas un but sur corner ou sur un coup franc, parce que sur corner, coup franc, les défenseurs ils montent. Là, c'est une action de jeu et c'est lui Grosse qui est prise de avant-centre. responsabilité. Mais moi, alors du coup, le match comme bon, il y a eu tellement de trucs, mais en fait, il est resté sur une action précédente à l'avant où il a décidé de monter de lui-même. Parce qu'en fait, Non, seul, non, il est monté, il est monté. Non, non, Faudrait voir ouais, une il y a caméra décidé. isolée. Faudrait une caméra isolée il- sur Acerbi pour qu'on voit vraiment non, comment non, non, ça mais il est se monté. Mais produit de après, A à Z. fin de match, c'est classique des défenseurs. Par exemple, Araujo, sur toute la prolongation, si vous avez bien regardé, il joue numéro 9. Sur toute la prolongation, Araujo joue numéro 9, hein. Donc après, ça, c'est un truc classique des défenseurs. Vous savez, quand nous, on l'a déjà fait, même en fin de saison, en Ouais, mais saison, tu vois, c'est Serie pas A, le quand on perdait des défenseur matchs. qui a l'habitude de le faire à l'Inter. Comme je Voilà, dis, mais c'est tu pas le vois, plus technique, tout ça. Ça aurait pu être Bastoni, non, ça aurait mais pu être en fait, ce qui Bistek est, qui fait 2 mètres, quoi. Ah bah non, il était plus là, Bistek. ce qui est impressionnant, un peu comme bon, Araujo, la flic, il a poussé le truc encore plus loin parce qu'il l'a fait jouer avançant toute la prolongation. Mais de base, l'attaquant il reste sur les coups tu prends une touche ou un corner, le mec monte en attaque et reste en attaque un petit peu encore un petit moment quand le ballon est encore dans la zone. Mais ça, à un moment donné, quand même, il redescend. Là, c'est Acerbi qui va vraiment se projeter. C'est-à-dire que le but, c'est une relance de Sommer pour Thuram, Dumfries, Acerbi. Sur la relance de Sommer, il est pas vers c'est pas il accompagne l'action quand Thuram garde le ballon, tout ça. C'est qu'au moment où Sommer dégage, lui, il est à côté de Thuram en attaque, en train de jouer les numéros 9 de Fortune. C'est ça qui rend, entre guillemets, l'action. C'est dommage que sur les ralentis qu'on a sur Twitter et tout ça, il nous montre que le moment où Thuram contrôle le ballon. Si vous voyez l'action quand Sommer, en me faisant le résumé, quand vous voyez l'action où Sommer dégage, c'est Acerbi qui tourne autour à côté. Tu vois Thuram qui contrôle et à côté, c'est ça qui est le plus fou, les gars, c'est que vraiment, il s'est mué. Là, il s'est senti numéro 9 dès le début de l'action, dès le but encaissé. Il a dit c'est bon, c'est mon moment, c'est mon destin, on va le faire. Oui, pour en revenir aux individualités, deuxième du coup, je vais vous le dire cash, Yann Sommer, on n'a pas besoin de trop s'étaler là-dessus, mais la dernière fois, il y avait un débat des gardiens all-time de l'Inter. J'étais pas C'est la, présent dans ce quatre- débat, je c'est l'ai la quatrième écouté. fois qu'on mentionne Yann Sommer dans les meilleures individualités. 2 fois Bayern, 2 fois Barça. On l'a enchaîné sur 4 J'étais podcasts pas de présent suite. lors de ce débat. Moi, je vais vous donner mon avis après ce match. Il a peut-être dépassé Andanovic. Ça signifie qu'il serait numéro 2 dans mon classement. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il est numéro 1. Je me demande s'il n'y a pas dépassé. Pour moi, je crois qu'il a dépassé Andanovic. Tu parles de Yann, Zeppmeyer, Zomer. Ouais, là, je pense qu'il y a des passants. Et Ah, les gars, franchement, c'est ouais. stratosphérique. Il y a un 2 contre 1, on Il y va me aurait- dire que c'est Garcia, il met mal sa frappe. C'est possible. N'empêche, il l'arrête et il il est loin. capte le ballon. Non, mais il est Il lui loin en colle dans les plus. gants. Il lui colle dans les gants. Il la capte. C'est pas. Même si Eric Garcia frappe mal, des gardiens auraient pu la prendre. Je parle pas de son arrêt Non, mais du bout des doigts sur non, mais Yamal. le pire, non, mais le pire, c'est qu'il Il prend mérite 3 cette buts règle. et il fait un grand match.
Il a fait 7 arrêts, je crois, pendant le match. On va pas Je crois tous que même les c'est énumérer ces arrêts, mais ils sont stratosphériques. Vraiment. et alors que il était décrié aussi quand il est arrivé. Sommer, t'es crâne du Bayern, et je pense que Sommer, quand ils prennent au Bayern, il est là juste pour être le remplaçant de Neuer qui s'est blessé. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, on lui a jamais fait comprendre que, on lui a dit, bon, Neuer, quand il revient, toi, tu retournes sur le banc. Donc c'est pour ça que je pense que même lui, niveau peut-être, tu te sens moins concerné, tu t'es pris pour un bouche-trou. Bon, voilà, et je pense que là, il est arrivé dans le projet, il était le numéro 1, donc je pense que même lui, peut-être pour lui, il avait envie de prouver que ce qui s'était passé au Bayern, bah, c'était un autre contexte, en fait. Mais de toute façon, je pense que le plus grand hommage qu'on a rendu à Yann Sommer, c'est d'en parler sur les 4 derniers débriefs. Bayern, Homme, Bayern, homme du voilà. match, Donc, et homme du du match, retour, hein, c'est lui, hein. Ouais. je pense, oui, et puis homme de la semaine, hein, je pense que voilà, il va vite Homme rapidement de, être homme élu. de la, homme de la demi, sûrement. Je pars sur Dumfries parce que c'est pareil, c'est un joueur qu'on a, à juste titre, critiqué aussi. 2 passes Quand décisives il y aujourd'hui, avait, Dumfries. Donc, ouais, ça ouais, nous fait 4 justement, passes décisives. Non, attends, ça fait quoi? Oh punaise, j'ai donné la stat tout à l'heure, c'est pas bien ça. 2 buts, 3 5. passes décisives sur double confrontation. Voilà, 2 buts, 3 Ouais, il passes était, décisives. Et ouais, technique, décisif sur 5 buts. pour moi, 5 des pour 7 moi, buts. pour moi, il a même 4 passes décisives parce que voilà, Mkhitaryan, voilà. Donc, pour moi, il y a 4 passes décisives dans mon livre. Mais bon, Ah, le après. but, ouais. Mais alors, Dumfries, on a pareil. Quand il fallait taper dessus, on a tapé dessus. Alors, est-ce que Dumfries, entre-temps, aurait changé d'équipementier? Il serait passé de Caterpillar à des crampons Adidas ou je sais plus chez qui il est Possible. équipé? Il y a peut-être, Parce ouais, je que, crois que c'est Nike qui nous équipe, je crois. non, mais les joueurs, ils ont un contrat individuel. Donc après, il est Ah peut-être oui, chez avec Nike, ça. chez Bah, c'est des Adidas. Ah, je crampons. crois qu'il doit être chez Adidas. Mais Adidas, on avant, espère. le mec, il savait pas faire de centre. Il y a des situations, limite, il nous a fait des matchs à la Biabiani, à pas savoir quand prendre le couloir, tout ça. Et là, on a vu cette saison que Dumfries, quand il était pas là, c'était Darmian, c'est un soldat. Le mec était Ah, pas prévu pour respect, on jouer. sait, hein. Respect Darmian, Il a mais enchaîné, merci il a Dumfries, quoi. enchaîné des, il a enchaîné des 90 minutes alors que il était pas là Il pour a 35 enchaîner balais. autant de matchs. 35 balais. Exactement. Là, on a quand même vu que Dumfries, avec Dumfries offensivement, c'est pas du tout le même Inter. Je pense que Thuram, on peut se passer d'un match sur un match de Thuram, mettre à la limite Arnautovic, mais Non, Dumfries, c'est plus franchement, non. compliqué. Ah, Bon, j'en reparlerai. ah, De toute façon, Thuram, je vais en parler, moi, dans mon. ouais, je On en sais, parlera. mais On regarde On Thuram peut pour pas se après. passer des deux en c'est même moins, temps. On moi, reste j'ai sur Les deux en l'impression Dumfries. que même temps, c'est inimaginable. c'est moins visible. C'est moins visible. Sur RAM, tu peux t'en passer, aller contre des petites équipes. Mais Dumfries, même contre des petites équipes, côté droit, on n'attaque pas quand il n'est pas là. Et le Barça, on a vu le Dumfries quand il attaque, le Barça, ils étaient tous derrière, ils savaient plus où donner de la tête. Moi, je pense que c'est plus facile de jouer sans Thuram que de jouer sans Dumfries. Mais le Dumfries de cette année, pas le Dumfries qu'on critiquait avant, qui ne savait pas faire une passe. Là, on a vraiment. Il a Des fois, franchi j'ai un l'impression gros qu'on cap. a le Dumfries des Pays-Bas. Parce qu'avec les Pays-Bas, il a jamais été mauvais. Et là, il y a peut-être enfin. Je vais pas dire qu'il est encore qui est arrivé au niveau de Macon, mais on commence à vraiment s'en rapprocher là. Et là, depuis cette saison, il est régulier en 29 ans. plus. Hein. 29 ans, Dumfries en 2025, d'ailleurs, on rappelle. Maturité. Ouais, il commençait peut-être à prendre en maturité, à réfléchir, à peut-être il écoutait peut-être moins les joueurs avec qui il jouait avant. Il a peut-être pris conscience parce que même dans les passes, dans les centres, c'est avant on dirait qu'il balançait le ballon en fait. Et là vraiment, bah, maintenant il fait des centres et il fait des passes. C'est le Dumfries de cette saison et des saisons précédentes, c'est le jour et la nuit. Mais moi Dumfries, ouais, on a vu son apport. Je pense que sans Dumfries, on passe pas. Mais on l'a Ouais, vu, il est impliqué sur oui, 5 buts, ouais. Donc je pense que sans lui, clairement. on passe pas. Clairement, je te rejoins. Du coup, moi, je vais rapidement quand même donner le mien, comme ça on pourra finir le podcast en ne prenant pas trop de temps à nos auditeurs. J'aimerais vraiment parler de Bastoni, mais on peut pas évoquer tout le monde. On en reparlera dans la Radio Libre ou dans le prochain podcast. Mais le match de Bastoni, oh là là.
match référence défensivement, Lautaro. Ouais, bref, on peut pas évoquer tout le monde, donc moi je vais me concentrer sur Bref, Marcus moi, je peux Thuram. te dire un truc, attends. C'est que t'es très cruel de nous demander que deux individualités, parce qu'il faut Ah ouais, féliciter mais je vous ai toute demandé l'équipe. deux chacune. Deux chacune, Toute on a fait. l'équipe, Moi, du coup, j'en donne toute une, l'équipe, on en a fait tous les 5. coachs, Après, le vous avez choisi staff, Fratesi, tous les Taremi. préparateurs, tout le monde. Ouais, Tout le oui, monde, mec. oui, mais évidemment, tout le monde. De toute façon, il faut mettre tout le monde. Et... On a fait le taf. Oui, non, mais il n'y a personne. Mais alors, si sur la double confrontation, on aurait dû trouver notre pire joueur, ça aurait été vachement compliqué aussi. Ça, ça À part aurait Di Bon, on été. aura Marco qui loupe un peu son match Ouais, aller. mais mais il compense avec le match retour, peut-être. Je sais pas. Ouais, c'est C'est ça qui est. ouais, c'est compliqué. Bon, on n'aura pas le temps de faire ce débat, donc je disais du coup par rapport à Thuram, pour moi, il a clairement la même, il a une importance égale à celle, même s'il n'a pas les mêmes statistiques, il a une importance égale à celle de Denzel Dumfries. C'est vraiment, tu l'as vu, ce qu'il fait sur le but de Fratesi, qu'il fait sur le but de Davide Fratesi. C'est c'est vraiment, moi, c'est ce que j'aime chez les joueurs de foot comme ça. Alors oui, quand tu as un Yamal, quand tu as un Messi, quand tu as des mecs comme ça qui fassent ça, tu t'attendais à ce qu'ils fassent ça, et quand ils ne le font pas, t'es en rogne parce que c'était leur boulot de faire ça. Marcus Thuram sur sur le but de David Fratesi, pardon, il n'y a aucun monde où quand Thuram a le ballon à cet endroit-là du terrain, un peu aux abords de la surface de réparation, face au jeu et tout, il n'y a aucun monde où tu te dis qu'il va se mettre dos à Araujo, dos à Araujo, ensuite contourner, aller côté Gérard Martin, pour ensuite lui faire la misère, rentrer à l'intérieur, donner à Taremi qui donne à Fratesi. Vraiment, il a littéralement construit une action de but sur rien du tout. Les prises de profondeur qu'il a, son jeu en remise, sa propreté technique, sa qualité technique. On est vraiment à des années-lumière du Marcus Thuram des années précédentes du côté de Mönchengladbach, de peut-être ce qu'on peut voir aussi en équipe de France. C'est le joueur aussi important de cette double confrontation et c'est le joueur clé de l'Inter avec Dumfries parce que quand tu vois il te manquait les deux sur les derniers matchs, tu as vu le match contre la Roma, c'était horrible offensivement. Tu voyais vraiment la différence de niveau et puis même tu vois Lautaro qui est bien meilleur avec un Marcus Thuram où il parle le même football, où c'est fluide, où ils se comprennent, où ça prend la profondeur, où techniquement évidemment, si Thuram est au-dessus des trois autres remplaçants combinés, donc obligé de rendre quand même hommage à Marcus Thuram qui n'apparaît pas sur la fiche de stats aujourd'hui, mais qui fait un boulot encore monstrueux, qui mine de rien, on n'en parle pas, qui a joué 120 minutes alors que le gars revenait de blessure il y a vraiment une semaine. Donc c'est fou, ce match de Thuram est vraiment fou, donc je voulais quand même le notifier. Pour moi, vraiment, il a une importance égale similaire à celle de Dumfries sur ce match aller, avec toutes ces interventions, toutes ces actions, toutes ces remises qui ont mis en difficulté le Barça. Et pour la semaine prochaine, et ça, c'est un combat que j'ai depuis un bon petit moment, la priorité, c'est d'aller chercher un 9 de profondeur. Avant un 9 technique, dribbleur, une sorte de Dybala bis, machin, avant toutes ces histoires de fantasques plutôt, il faut aller chercher un 9 de profondeur, pas un Thuram bis entre guillemets physique et en même temps rapide, au moins un 9 qui sait prendre la profondeur, qui sait finir les actions, pour qu'au moins quand Thuram sort, il y ait une menace dans la profondeur en plus, et pas tout mettre sur Denzel Dumfries. Donc Ticus, merci pour les services rendus contre le Barça. Je suis obligé de revenir rapidement sur ça, bon, on va pas en faire 3 heures, mais juste je suis obligé parce que j'y ai pensé quand on parlait de Xavi, ça m'est revenu à l'instant, je lui ai dit merci à tous. La séquence d'Acherbi sur Pedri, ça aussi, elle est incroyable cette séquence où Pedri se jette un peu et tombe la première fois, Acherbi le repousse au sol et le repousse au sol. Ça aussi, cette séquence un peu vidéo gag, si on peut appeler ça comme ça, un peu qui montre aussi le vice d'Acherbi aussi, ça m'a fait un petit sourire, on va dire. Donc, je voulais quand même il a un côté Materazzi à Cherby. C'est pas le défenseur le plus beau à avoir joué, mais ils sont durs sur l'homme, il en faut des mecs comme ça. Après, t'es supporter du Barça, tu peux pas. tu détestes. Hein. T'es supporter C'est du pas un Barça, tu sport de détestes. danseuse. C'est pas un sport de danseuse. C'est pas de la gymnastique le foot. Ça reste un sport d'homme. Et heureusement qu'il y a des joueurs comme ça, des Duromal, des. Après c'est tout. Ils jouent avec
j'aime pas dire avec leur qualité, mais avec leurs armes. Oui, leur qualité, ouais. Il y en a, c'est des beaux joueurs. Avoir des Dybala, c'est vrai que c'est magnifique. C'est vrai que c'est plus beau à regarder jouer Dybala qu'à Cherby. Mais au final, c'est d'être efficace. C'est pas de, c'est beau les gris-gris, tout ça. Mm. Et nous, on a eu un joueur à l'Inter, il s'appelait Kerlon. Je crois que c'était Kerlon. Un Brésilien qui faisait le dribble de l'Otari, tout ça. Ah, franchement, à avoir joué, il était magnifique. Mais le gars, il servait à rien, en fait. C'est comme Gabigol c'est des beaux joueurs à avoir joué, mais en vidéo. Dans des matchs, ils apportent rien. Un Cherby, il met pas de petits ponts, il met pas de bicyclette, il met pas de trucs comme ça, mais un Cherby est efficace. Et dans le foot, c'est ce qu'il faut, c'est être efficace. Petit jeu pour finir, enfin petit jeu, juste comme ça pour finir le podcast. Match contre le Torino, dimanche, 18h. Vous savez ce que je vais vous demander, messieurs, pour terminer le podcast. Antoine, Titulaire. quelle composition d'équipe tu envoies contre le Torino, joueur par joueur? Dans les buts, Yann Sommer. En défense, Stéphane De Vrij. Peut-être Carlos Augusto à gauche, défense centrale gauche. Darmian à axial droit. Zaleski piston droit. Di Marco piston gauche. Çalhanoğlu régisseur. Zielinski Fratesi. Avec une attaque Taremi Correa. Ok, donc on retient, on va comparer avec la composition de Fédé, joueur par joueur. Toi aussi, Fédé? Alors, moi, je vais commencer. Bah, du coup, je vais faire le contraire d'Antoine. Je vais commencer par l'attaque. Je mets exactement la même attaque que lui. Parce que Taremi et Correa, mine de rien, dans les matchs amicaux, ça n'avait pas été dégueulasse. Et comme Thuram et Lautaro, Lautaro faut les ne faire se déplacera pas. souffler. Lautaro ne se Ouais, déplace Ouais, pas j'ai du vu, il est tout, même pas évidemment. retenu. Évidemment. Même Thuram, je le ferai limite, je le fais même pas jouer, quoi. S'il y a moyen de pas le faire jouer, je le fais pas jouer. Et au milieu, j'irai peut-être mettre. Ah ouais, donc attends, au milieu, piston gauche, je mets Zaleski. Son Gojeleski. Euh, à droite, tiens, je voudrais pas prendre de risque avec Dumfries, donc j'irai mettre Darmian. Les trois du milieu, le problème c'est que Sachant que, Zielinski, je le mets sûr. sachant que Nicolo Barella vient de faire 120 minutes et que Henrik Ouais, Mkhitaryan a aussi enchaîné contre l'Hellas Vérone en fin de ouais, je les match. ferai. Je les ferai Après, il a joué que souffler tous les 50 deux. minutes. Je mettrai, ouais, je mettrai quand même Akan. Ah, c'est le taureau. Ben, à la limite, je mettrai peut-être Aslani. Je mettrai Aslani, Zielinski mais pas Fratesi par contre. Parce que Et tu veux Aslani mettre et Çalhanoğlu Fratesi. en 8, hein? Il a déjà joué, il a déjà testé Ouais, Çalhanoğlu en 8. Tu ouais. peux remettre Donc, Aslani, Çalhanoğlu, Fratesi ou Zelinski. ouais. Ouais, Et Slani en en 8. défense, je mettrai Carlos. Pavard, on peut pas toujours pas compter Non, dessus. non, je Donc, pense pas donc encore. Carlos de Vraille et. Ouais, du coup, comme je mets Darmian Piston, je peux pas le remettre derrière. Je remets Bissek. Et puis je mets Pepe, comment il s'appelle? Martinez, Josip Pep, Martinez dans les Pep buts. Martinez. Ouais. Mais Ok, Bissek qui alors enchaîne. Bah, ouais, c'est le du coup, moment de. Ouais, mec, la dynamique en ce moment, la dynamique de groupe. Je pense que même les remplaçants, faut leur donner un petit peu de temps de jeu. Au moins, ça permet à tout le monde de rester concentré. Et puis, puis après, bon, si ça tourne. De toute façon, je pense que là, c'est le match. Si on le gagne pas contre le Taureau, le titre, c'est fini. C'est tout. oui, Donc, c'est oui, donc ça c'est marche. peut-être le dernier match. Avec C'est un peut-être le match dernier match où tu peux t'amuser à mettre une équipe quand même. Je pense qu'Inzaghi va quand même essayer là de voir si. Parce qu'après, c'est possible hein, que Naples, de son côté, Et de Mais toute façon, ils enchaînent les deux matchs après les plus compliqués, entre guillemets, Genoa à domicile, même si je pense que ça le fera, et puis le fameux Parme à l'extérieur. ouais, et Quand nous, Parme, on cette jouera un la match année. Lazio. facile. Hein. Quand nous, on jouera la Lazio. Non, Parme, non, on c'est Parce pas joue que, facile. comme Hein. quand eux, ils jouent Parme.
Ah non, il joue Cagliari Non. quand on Cagliari joue. la Ouais. dernière journée. Non, Cagliari Ouais. la dernière journée. Merci messieurs, merci pour les auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Bah, YouTube, la merci à chaîne toi aussi. Spotify et mettre les 5 étoiles bien évidemment, de commenter aussi les vidéos. Peut-être que vous avez des avis différents de nous. Peut-être que vous, contrairement à FD, vous voyez Correa faire une fin de saison calamiteuse et d'autres joueurs faire des saisons aussi peut-être Faut plus don- compliquées. Mais il faut donner de l'espoir quand même. Mais c'est ça, faut donner de C'est- l'espoir. Un monde sans espoir est Que, un monde triste. ce que dire, faut qu'on se mouille quand même des fois, mais quitte à se planter. Mais dire que Correa C'est va faire ça. une saison de merde, je pense que bah, franchement, la cote, elle doit pas être élevée, tu Oui, vois. voilà. C'est un peu comme dire que l'eau mouille et que le feu brûle. Ça, on le sait déjà. Et on va terminer du coup sur ça. Merci messieurs. Et on se retrouve la semaine prochaine, un petit peu plus même, pour un prochain podcast. Ciao à tous. Ciao. Ciao, ciao.